Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin, plus particulièrement ravi de m'être réveillé ce matin dans un monde où Notre-Dame existe encore. J'avoue que ça a été un petit peu perturbant hier soir. Et surtout, j'étais encore ce matin dans le doute et je me demandais encore comment j'allais introduire cette keynote, cette présentation. Et c'est en regardant mon smartphone, comme on le fait un petit peu tous plein de fois par jour, que quelque chose m'a frappé. 33 249. C'est le nombre de messages non lus dans ma messagerie personnelle. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai une connexion Wi-Fi chez moi, je regarde mes mails régulièrement, et bon, par curiosité, j'ai cherché à savoir un petit peu que représentait cette masse d'emails non lus. Et principalement, je me suis retrouvé à avoir un certain nombre de communications commerciales, de marketing promotionnel, avec du contenu comme celui-ci. Bon, comme vous pouvez le constater, le ciblage est parfaitement en corrélation avec la personne. Donc j'ai enlevé la marque, j'ai enlevé le prix pour éviter de froisser certaines personnes qui pourraient éventuellement être dans la salle. Mais c'est un petit peu l'approche nature morte produit. C'est ce qu'on pousse assez souvent. Alors je me suis demandé, est-ce que ce ne serait pas intéressant de voir un petit peu quelle est la différence entre ce type de contenu et celui-ci? Là, c'est tout autre chose. Les deux racontent une histoire, sauf que la première doit faire à peu près 3 mots. Là, ici, on est dans une mise en scène, dans une histoire. Vous voyez une jeune mariée radieuse. On est dans une action, puisqu'on est déjà dans l'événement. En général, la communication de la robe de mariée, c'est avant le mariage. Si vous la poussez pendant ou après, c'est un peu dommage. Et puis, on voit bien que, globalement, c'est assez bienveillant. Et on est dans un autre appel à l'action, qui est le lancer de bouquet. Et donc on imagine même que peut-être que celle qui va attraper ce bouquet pourra se marier dans l'année qui suit, si la tradition fonctionne, et donc avoir besoin de ce même type de produit. Voilà, donc ça pousse en fait un certain nombre de choses, ça nous projette dans une histoire, ça nous amène des émotions, qu'elles soient bonnes, neutres, mauvaises, peu importe, mais globalement, c'est un produit qui nous parle à travers une histoire. Et moi, ce contenu-là me touche plus particulièrement, puisqu'il s'agit de ma femme. Donc maintenant que je vous l'ai dit, il est hors de question que je vous remonte la photo, ça c'est évident. Donc je vous parle des émotions. Eh bien, qu'est-ce que l'émotion? C'est une réaction affective transitoire, et transitoire est très important pour la suite de cette présentation, qui est provoquée par l'environnement. L'environnement, c'est vous, c'est nous qui poussons ces communications vers nos clients parce qu'on veut provoquer quelque chose, on veut provoquer une réaction. Alors, vous l'avez compris, vous le savez déjà depuis pas mal d'années, je suis en train de vous dire que Coco est gentil, mais le marketing émotionnel, on en entend parler depuis longtemps. À ce à quoi je répondrai, 33 249. D'accord ? Moi, le marketing promotionnel, j'en ressens encore beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, on est vraiment dans une ère de changement. Alors pourquoi est-ce qu'on va vers le marketing émotionnel? Pourquoi est-ce qu'on veut pousser de l'émotion? Parce que tout le monde ressent. En gros, c'est un peu le ciblage universel. C'est plutôt pas mal de se dire que, globalement, si je vous le dis, ma fille de 17 ans sera tout aussi sensible à un message amoureux que son père, jeune homme de 46 ans, ou bien un senior dont je n'ai pas encore déterminé l'âge plancher, pour ne froisser personne aussi dans la salle. Et là, tout le monde s'écrie « Oh là là là, c'est magnifique !» Alors, ça marche beaucoup mieux quand je le dis avec la voix de Benjamin Biolay, mais il n'était pas dispo ce matin, donc je fais avec ce que j'ai. Donc vous comprenez bien qu'il y a un grand défi, quelque part. On vous dit qu'on est en train de changer, que le marketing promotionnel, ça ne raconte pas beaucoup d'histoires, et qu'on doit aller vers le marketing émotionnel. Mais le marketing émotionnel, quand moi j'ai changé de photo, et puis même quand je vous ai expliqué que la personne, c'était ma femme, et c'est vrai, je peux le prouver, j'ai eu du mal à obtenir le droit de diffusion de l'image, vous avez ressenti des choses, j'ai entendu des murmures, j'ai entendu des petits rires, il y a des visages qui ont souri, d'autres qui n'ont pas du tout bougé. Et cette émotion-là, moi, je ne peux pas la capter. C'est juste quelque chose d'intuitif. J'entends des choses, je ressens des choses, mais ni je ne la capte, ni je ne la mesure. Donc, véritablement, l'enjeu, ce n'est pas uniquement de passer au marketing émotionnel, mais c'est de savoir comment on passe du marketing émotionnel à la data émotionnelle. Parce que sans la donnée, et comme je vous ai dit, l'émotion est un état de fait transitoire, vous ne laissez pas une trace indélébile, donc sans cette donnée, eh bien, c'est de la bataille navale. C'est je tire, je ne sais pas où je tombe. Alors avec un peu de chance, on tombe bien, avec moins de chance, on se casse un peu la figure. Donc du coup, on comprend qu'il y a un grand défi, un grand challenge, qui est celui de, eh bien, qu'est-ce que la donnée émotionnelle, comment je vais la capter, comment je vais l'analyser et comment je vais l'exploiter. On a entendu beaucoup de choses ce matin qui sont assez intéressantes.
Mais moi, je dis à tout grand challenge, grande motivation. Donc là, c'est les 2 minutes pendant lesquelles je vais essayer de vous motiver pour que vous alliez tous vers de la donnée émotionnelle, de la data émotionnelle. Alors aujourd'hui, en 2019, le revenu autour de la data émotionnelle, ça représente à peu près 123 millions de dollars. Alors dit comme ça, j'imagine que on n'est pas très nombreux dans la salle à avoir possédé 123 millions de dollars, donc on ne se fait pas une véritable idée de ce que ça représente. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'ici à 5 ans et demi, le revenu qui sera généré autour de la donnée émotionnelle, c'est 3,8 milliards de dollars annuels. 3,8 milliards. Si vous faites le calcul, et je ne vais pas vous demander de le faire, je vais le faire pour vous, c'est 30,85 fois plus. En gros, je mesure 1,80 m. Si je suis cette croissance, dans 5 ans et demi, je mesure plus de 55 mètres. Ça fait un beau bébé, vous me direz. C'est l'équivalent d'un bâtiment d'à peu près 22 étages. C'est pas super sexy, mais c'est assez gigantesque. Donc on comprend que, face à cet immense challenge, on a une immense opportunité. C'est de ce côté, pardon. 3,8 milliards de revenus. Alors du coup, le challenge, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est capter la donnée, savoir l'analyser et enfin l'exploiter. Donc on comprend même aussi qu'on va devoir changer notre vision de voir la donnée dans nos différents SI. Aujourd'hui, on essaye tous d'avoir des gros data warehouse, des data lakes, des référentiels clients, etc. Or, la data émotionnelle, elle ne sera pas chez nous, elle sera à l'extérieur. On ira la capter. Et ce qu'on va capter, en fait, ça va être analysé. Et nous, ce qu'on va récupérer, c'est plutôt le résultat de l'analyse pour pouvoir l'exploiter. Donc on n'aura pas vraiment besoin de croître énormément en termes d'infrastructure. Alors pourquoi IBM? Parce que je suis annonciateur d'une assez bonne nouvelle. C'est que c'est déjà possible à plus d'un titre. En 2016, IBM présente 2 API qui sont fondamentales. C'est Watson Tone Analyzer et Emotional Analysis. Tone Analyzer, c'est toute la partie qui va détecter l'intention. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler, par exemple, du chatbot d'Orange Bank, le conseiller virtuel 24 heures sur 24. Donc, en analysant la syntaxe et le champ lexical, Watson est en mesure de déterminer une intention et l'exploitation qu'on en fait, c'est quoi? Ce sont un certain nombre d'actions qui sont soit automatiques, soit reroutées vers un être humain. La partie Emotion Analysis, c'est bien entendu aller sur le champ de l'émotion pour contrebalancer la compréhension, le contexte de ce qui est poussé à travers un email ou à travers la voix. En 2018, Watson Debater. Alors si vous n'avez pas vu Watson débattre, c'est une chose que je vous conseille, allez regarder la vidéo rapidement sur Internet. Mais il s'avère qu'aux États-Unis, il y a des gens dans le métier, c'est de débattre toute l'année. Ce sont des débatteurs professionnels, ce sont des gens qui font. C'est assez extraordinaire à regarder. Et Watson a défié plusieurs débatteurs américains. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'en termes de captation, d'analyse et d'exploitation, on est déjà assez élevé. C'est-à-dire que Watson est obligé de comprendre ce qui lui est dit, de comprendre l'émotion qui est passée à travers les arguments qu'on lui oppose, de construire son contre-argumentaire pour pouvoir contrer le débatteur, mais avec comme objectif de séduire le public, puisque c'est le public qui vote à la fin. Donc vous verrez sur les vidéos, Watson fait de l'humour, et même capable de faire rire l'audience. Donc là-dessus, en termes d'exploitation, on est plutôt pas mal. Et plus près de nous encore, 2019, une expérience dans la Scale Zone d'IBM. Alors la Scale Zone d'IBM, c'est un espace où on accueille des startups et on les aide à passer à l'échelle, à adresser les grandes entreprises comme les vôtres, avec la société Datacalab. Datacalab, c'est une start-up dans la brain tech. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mesure les émotions à travers des outils issus des neurosciences et on mesure les émotions sur tous les points de contact à la marque. Ça passe par la pub, les contenus de marque, le site et les magasins physiques. Et alors nos outils sont des outils médicaux issus des neurosciences et on a d'un côté le facial coding qui va mesurer les micro-expressions du visage, donc les signes extérieurs physiques des émotions, ou le bracelet connecté qui nous permet de mesurer les signes physiologiques et qui peut être comme la microsudation ou la température extradermale. Tout ça pour mieux comprendre, mieux appréhender l'expérience client. Alors, je reviendrai très vite sur Datacalab dans quelques secondes, à savoir que vous avez compris quelle était la solution. C'est une solution qui va capter les micro-expressions du visage, comprendre l'émotion qui est reliée. Et IBM y a apporté une solution qui va analyser tout le comportement transactionnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'émotion seule
est intéressante, mais elle ne suffit pas. Il faut comprendre ce qu'est en train de faire l'être humain. Et là, l'idée, c'était de pouvoir savoir exactement ce que faisait l'être humain sur un site, et donc quelles étaient les transactions, les temps d'hésitation, etc. Et donc l'ensemble des données couplées ont donné une expérience, un cas d'usage que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, ce qui est intéressant de comprendre également, c'est que finalement, la data émotionnelle, ce n'est pas nous qui allons la capter, êtres humains. On va avoir besoin d'une aide. Alors, même si on vous a dit en début de matinée que l'IA n'existait pas, quelque part, quand on a une intelligence artificielle qui est capable de débattre avec des êtres humains, on s'en rapproche plutôt pas mal. Alors, les piliers autour de l'IA, donc forcément, c'est l'IA qui va nous aider à aller capter ces données. Et pourquoi les piliers autour de l'IA? Parce qu'il y a des secteurs dans les 5 prochaines années qui vont être extrêmement dynamiques dans la création de valeur autour de la donnée émotionnelle. Et ces secteurs, ce sont la distribution, la publicité, les services professionnels, la santé et le gaming. C'est là-dessus qu'on va avoir les plus gros axes de croissance sur la data émotionnelle, à travers différents cas d'usage. Et ces cas d'usage sont la Customer Experience, qui est à plus de 35% sur l'axe de croissance, la recherche et le développement, les services clients et tous les services autour de la santé. Donc on a compris qu'il était important de savoir exploiter la donnée, la capter, l'analyser, puis l'exploiter, que c'est l'IA qui va nous aider, qu'il y a des secteurs qui vont dynamiser cette croissance et qu'en face de ces secteurs, il y a des cas d'usage qui vont être les cas d'usage qui vont porter cette donnée émotionnelle. Je reviens sur Datacalab. Vous allez voir là une petite vidéo qui vous explique exactement ce qu'on a fait. C'était pour ERAM. Si je peux, je la commente en direct et je conclurai juste après. Donc à droite, la solution Datacalab qui va identifier les micro-expressions, et à gauche, toute la partie tracking IBM sur le comportement transactionnel et les différentes données qu'on peut retirer. Vous voyez, on est vraiment sur la captation, de la quantification des émotions, et aussi de la quantification et la qualification des événements rationnels que l'on va mettre en regard de la partie émotionnelle. Et qu'est-ce qu'on obtient? On va avoir une vision très claire de l'engagement pour chaque page, de l'attention, du temps passé sur chaque page, et des magic moments et des pain points. Et surtout, on va avoir un rang des produits qui ont été les mieux appréciés. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu augmenter en fait, le temps de navigation sur le site d'ERAM, parce qu'on faisait apparaître sur les 3 meilleurs produits, on faisait apparaître un des 3 à peu près à chaque page quand il y avait une recherche. Voilà, c'est l'expérience Datacalab et IBM. Elle a pu permettre en fait d'adapter le parcours client. C'était pas en temps réel, mais quasiment. Et c'est un vrai cas d'usage. On a la donnée émotionnelle, on a la donnée transactionnelle, et derrière, on sait ce qu'on peut proposer à nos clients. Alors forcément, vous imaginez qu'il y a des consentements sur les utilisateurs sur lesquels ça a été testé, mais pourquoi pas? À l'avenir, si on veut un service le meilleur qui soit, on peut aller vers ce genre de consentement. Donc je vous retrouve moi à 13h15 pour un workshop, où je pourrais même vous faire une démonstration des dernières plateformes que l'on développe, nous, à des niveaux un petit peu moins sophistiqués que ce qu'on vient de voir, et qui permettent de redonner du pouvoir au métier à travers l'intelligence artificielle. Et comme on dit dans le métier, c'est tout pour moi.